De nos migrants. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter le fruit de ce qui s'est passé dans le cerveau, dans le mien, puis dans celui de mon collègue, donc deux cerveaux trop créatifs. Donc, avant de vous expliquer le déroulement de l'atelier, je vais vous demander donc de fermer vos micros et vos caméras. Puis, je vais vous faire écouter une petite vidéo pour vous mettre en bouche sur ce qu'est le projet. Donc, allons-y. Est-ce qu'il doit y avoir du son? Est-ce qu'on entend le son, Louis? Non, j'entends pas le son. OK. On va essayer une autre façon alors. Est-ce qu'on entend, Louis? Non, toujours pas de son. Est-ce que tu avais arrêté le partage après qu'on avait fait le test? Non, mais je vais recommencer. Donc, ça ne sera pas bien long. Donc, inclure le son de l'ordinateur. C'est fait. Je vous remercie de votre collaboration. On avait tout bien testé pourtant. Donc, on recommence. Louise, est-ce qu'on voit bien ma vidéo ici? Oui, je vois l'image. Parfait. Je la pars. Ah, le voilà le son. L'épopée de nos migrants. Des témoignages de toutes les régions du monde en version numérique. Les élèves de francisation viennent de partout. Leur expérience, leur coin de pays est riche. Offrons-leur une tribune, une visibilité. Dans le cadre de cet atelier, nous vous proposons un projet qui permet aux élèves de nous faire découvrir leur histoire et leur pays d'origine, tout en utilisant des outils audiovisuels et numériques. Tout au long de leur parcours scolaire, vous verrez l'évolution de leurs compétences langagières. Que vous soyez enseignant de niveau 1, 4, 6, en classe multiniveau, cet atelier s'adresse à vous. Parfait. Donc, après cette belle petite mise en bouche, comment on va procéder pour les questions? Donc, il s'agit d'un atelier qui est quand même assez étoffé. Ce qu'on avait pensé, Louise et moi, aujourd'hui, c'est de vous permettre de pouvoir aller écrire vos questions au fur et à mesure que vous en avez, pas dans le clavardage, mais plutôt dans un document collaboratif. Donc, vous avez ici, avec un deuxième appareil, l'occasion de lire le code QR avec votre application d'appareil photo, ou sinon d'ouvrir une nouvelle fenêtre et Louise va déposer dans le clavardage le lien vers le document collaboratif. Ça, ce que ça va permettre, en fait, c'est que si on a le temps à la fin, je pourrais répondre de vive voix aux questions. Mais si jamais bug oblige ou peu importe, on manque de temps pour les questions, je pourrais aller répondre en différé et vous aurez accès en fait à toutes les réponses, les questions-réponses de notre atelier. Donc, je vais vous laisser un peu de temps pour l'ouvrir. Donc, le document collaboratif là, ressemble à ceci. Donc, vous avez ici un espace pour aller écrire votre nom si vous le souhaitez, avec vos questions. Et moi, ici, je vais aller répondre. Moi ou mon collègue Jean-Félix, on va aller indiquer nos réponses. Plus loin dans le document, vous avez aussi l'occasion, si vous êtes intéressé par le projet, de nous laisser vos coordonnées et aussi de faire des suggestions, des idées ou des commentaires. Donc, vous pouvez cliquer sur la table des matières pour accéder à la section désirée. Je vais revenir ici, je vais vous permettre de vous voir.
Donc, sans plus attendre, on va commencer. Premièrement, qui nous sommes? Je me présente, je m'appelle Judith Girardin. Je suis une enseignante de francisation de formation, passionnée par ma matière. Cette année, je suis conseillère pédagogique au Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, donc en FGA, mais aussi au CFPR, donc un centre de formation en transport routier, donc en formation professionnelle. Le projet, je l'ai réalisé, pensé, construit avec mon collègue Jean-Félix Giguère-Proulx, qui lui est conseiller pédagogique au service régional du récit FGA pour la région des Laurentides. Il était censé présenter la formation, l'atelier avec moi, mais malheureusement donne un autre atelier en même temps. Donc, il est avec nous en pensée toutefois. L'organisation de l'atelier. On va commencer tout d'abord par une activité brise-glace, afin que je connaisse mieux qui en fait suit mon atelier aujourd'hui, pour pouvoir ensuite mieux répondre à vos besoins dans le futur. Aussi, je vais vous présenter un peu le contexte de réalisation de ce projet-là, puis un petit peu de façon globale les activités qu'on vous propose. Ensuite, quels seront les avantages pour les enseignants, donc pourquoi je trouve que cet atelier-là est pertinent, puis un espace pour la rétroaction, des commentaires et des questions. Donc, allons-y tout de suite avec notre activité brise-glace. Donc, vous avez ici le lien wooklab.com EPOP Migrant. Ce que je vous suggère, donc, avec un deuxième appareil, soit un téléphone cellulaire ou une tablette, d'aller sur le lien wooklab.com ou d'aller cliquer sur le lien en clavardage que Louise va vous avoir mis et donc de pouvoir faire les activités en même temps. Donc, ce que vous allez voir à l'écran, donc moi ici, l'activité, le WooClap, il est parti. Une fois que vous êtes connecté, donc vous avez réussi, là, vous avez entré www.wooklap.com/EPOP-migrant, vous allez avoir une phrase qui dit « Levez la tête, il n'est pas temps de voter encore parce que l'animatrice n'a pas parti les questions. » Donc, je vois qu'en ce moment, 24 personnes ont commencé à se connecter sur le WooClap. Très intéressant. Je ne sais pas, on attendait une soixantaine de participants. Je ne sais pas si tout le monde est là, mais... Je ne sais pas les clavardages. Le clavardage, habituellement, est dans la barre en haut. C'est une petite bulle, mais il semble, ce que Louise me disait tout à l'heure, mon accompagnatrice, il semble que dans certains ateliers aujourd'hui, ça ne fonctionne pas tout à fait. Mais sinon, je vous invite donc à aller à regarder ici www.wooklap.com/EPOP, donc EPOP-MIGRANT. Donc, on est déjà 38 personnes à être connectées au WooClap. Donc, je vais quand même pouvoir commencer et débuter. Ceux qui sont encore en train de se connecter ou qui voudraient ensuite se joindre à nous pourront toujours le faire car l'adresse sera en haut des questions. Donc, allons-y de ce pas. Premièrement, j'aimerais savoir qui est notre auditoire aujourd'hui. Donc, qui êtes-vous? Êtes-vous plutôt un enseignant, conseiller pédagogique, intervenant ou gestionnaire? Donc, sur votre appareil, seulement sélectionnez l'option qui s'adresse à vous. Oh, je vois qu'il y a beaucoup d'enseignants. Ça semble être la majorité de mon auditoire, 96%. 42 personnes sont en ce moment connectées, 29 ont voté. OK, donc j'imagine tous enseignants de translation. Intéressant. On a un total de 57 personnes. Là. Parfait. Donc, 57 personnes qui sont à l'atelier. Si vous avez manqué le début, vous pouvez aller avec un appareil numérique ou une deuxième fenêtre de votre ordinateur, wooklap.com/EPOP-migrant. Vous pouvez toujours embarquer dans la présentation, même si c'est commencé. Et évidemment, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc, mon intention, j'ai bien compris que vous êtes là pour la plupart des enseignants, donc très intéressant. Prochaine question. Sur une échelle de 1 à 5, j'aimerais que vous répondiez aux questions aux énoncés suivants. Donc, 1 étant faible ou moins satisfaisant et 5 très élevé et très satisfaisant. Donc,
premièrement, votre niveau d'aisance technologique, où vous vous situez. Donc, vous pensez que vous êtes très faible à 1 ou assez élevé à 5. 2, votre impression du niveau d'aisance technologique de vos élèves. Donc, ensuite, vous allez voir le lien après dans la présentation. Trouvez-vous que la population québécoise est sensibilisée à la réalité immigrante, donc à leurs enjeux et ils les connaissent bien? Et dernière question, croyez-vous que les élèves de francisation seraient intéressés à produire des contenus pour justement sensibiliser les Québécois en ce qui concerne leur héritage culturel, leur pays d'origine, leur histoire? Donc, je suis curieuse de savoir votre opinion là-dessus. Ça va nous donner, à Jean-Félix et moi, quand même une bonne idée de où se situe notre projet et comment il pourrait être intéressant. Donc, je vois qu'on a une moyenne niveau d'aisance technologique assez intéressante. Niveau aisance technologique des élèves, effectivement, ça ressemble à ce que je croyais. Et un niveau d'intérêt pour les élèves. Excellent. Excellent. Donc, 27 personnes ont voté sur les 48. C'est quand même intéressant. Vous pouvez continuer à voter, mais pour être sûr d'avoir le temps, d'avoir assez de temps pour les questions à la suite du projet, je vais quand même continuer ma présentation, mais je vous remercie d'avoir participé. Ça me donne vraiment une bonne idée de qui vous êtes. Donc, je vais le remettre en... Donc, sans plus attendre, continuons. C'est quoi l'intention du projet? En fait, nous, le projet qu'on a voulu mettre sur pied, c'était un projet interdisciplinaire entre le cours à option qui s'appelle Géographie culturelle et des activités en francisation. L'objectif derrière le cours à option Géographie culturelle, c'est de briser les préjugés, faire valoir, en fait, sensibiliser les élèves du québécois à la réalité des autres cultures du monde. Donc, le projet que les élèves vont faire vont servir de matériel authentique qui vont servir directement pour le cours à option Géographie culturelle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça va permettre à la fois de partager des témoignages, partager leur histoire à des gens qui n'ont pas l'occasion de toujours le faire. Ça va briser des mythes. Ça va faire en sorte que les Québécois ou les gens qui sont dans les milieux éloignés, qui ont moins la chance, dans les milieux, comme dans les milieux urbains, de côtoyer différentes cultures. Donc voilà, pour géographie culturelle. Les liens avec la francisation maintenant. Quand on en parlait, Jean-Félix et moi, dans une salle de classe, bouillonnant d'idées, il me parlait de son cours géographie culturelle. Et là, d'où est venue l'idée? Wow, c'est une occasion en or pour faire un partage culturel. On leur donne une tribune, ils vont avoir l'occasion de vraiment mettre en pratique la compétence de la production orale via des activités, des productions finales, des projets, des situations d'apprentissage qu'on va leur donner, qui sont concrètes, signifiantes, authentiques. Et comme ils sont personnels, va probablement favoriser la motivation. Jean-Félix donnait l'exemple assez intéressant quand il est allé dans une classe multiniveau de sa région où il discutait de sujets d'actualité dans le monde qui se passait au Venezuela l'année dernière et il voyait l'animation, la motivation dans les yeux des élèves. C'est ça qui nous a animés puis qui nous est resté tout au long du projet comme intention. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que ça allait être une occasion idéale pour conscientiser la diversité culturelle, favoriser l'inclusion aussi, à la fois dans un même centre, si par un heureux hasard, vous avez les deux cours géographie culturelle autant que francisation dans le même centre, mais aussi dans la même région. Il y a tellement de projets qu'on peut faire. Par exemple, vous pouvez sensibiliser lors d'une journée thématique à l'école avec une des activités que je vais vous montrer tout à l'heure en visite virtuelle, faire des kiosques sur l'heure d'une vie, faire un partage entre les classes de francisation, mais aussi avec les classes de votre centre en formation régulière. Côté plus pédagogique maintenant, je trouvais que c'était assez intéressant du côté de trace des compétences. Ça pourrait servir un peu comme un portfolio. Le projet se veut graduel pour tous les niveaux. Donc, au début, les élèves, par exemple, sont en niveau 1,
vont changer de niveau, font un autre projet dans le niveau 2, dans le niveau 3, etc. Souvent, nos élèves se sous-évaluent au niveau de leurs compétences à l'oral, et je trouve que c'est une occasion idéale de leur montrer et donc de favoriser l'estime de soi au niveau de prendre des risques aussi quand ils vont aller sortir de l'école. Donc, au niveau des compétences, autant pour l'enseignant de voir une belle évolution, mais aussi pour l'élève. Et la façon qu'on a construit le projet aussi, c'est qu'on va faire développer aux élèves des compétences numériques qui sont graduelles et qui vont augmenter aussi au niveau du degré de complexité, autant sur le niveau langagier que sur le niveau de la compétence numérique. Comment on fait ça? En fait, je vais vous présenter ça de manière globale. Et pourquoi j'écris ici « Favoriser le développement de l'autonomie », c'est que tout au long du projet, je vais donner des pistes d'exploitation en classe multiniveau, entre autres. De façon plus globale, la réalisation du projet, comment on s'est penché là-dessus. Pour chaque thème de géographie culturelle que vous voyez ici à gauche, donc, exemple, situation géographique, les modes de vie dans le monde, tout ça, en fait, ce sont les principaux thèmes de géographie culturelle auxquels sont associés des sujets d'interprétation. Ces sujets d'interprétation-là, on peut voir que tous les domaines généraux de formation en translation sont mobilisés et touchés. Il y a plusieurs intentions, savoirs, compétences qui peuvent, dépendamment du niveau, peuvent faire en sorte qu'on peut aller consolider leurs compétences à l'oral, mais aussi mobiliser toutes sortes d'autres, les trois autres compétences aussi, dépendant du projet et du niveau d'élève, évidemment. Comme c'est en alignement curriculaire, je suis allée vraiment chercher, faire un arrimage entre les intentions de communication et les sujets d'interprétation et les savoirs associés aussi, tout en gardant en tête quelles compétences je voulais surtout mettre de l'avant. Donc, comme vous voyez, chaque thème est associé à d'autres thèmes en francisation. Donc ça, c'est globalement comment on s'est... ça a été notre approche pour le projet. Puis comme vous pouvez le voir aussi, au fur et à mesure des thèmes, il y a aussi un degré de complexité qui entre en jeu. Globalement, le projet, comment on l'a construit? En fait, il y a 5 activités. Plutôt 4 principales, activité 1 à 4. Mais on a aussi une activité qu'on appelle 0, qui est une activité d'introduction dont je vais vous parler ensuite. Chaque activité est associée à un niveau de francisation. C'est-à-dire, ici, dans l'activité 1, on peut voir que tous les élèves de chaque niveau peuvent réaliser l'activité 1. Donc, que tu sois un élève de niveau 1, 6, 7, 4, tu peux avoir ton compte avec cette activité-là. Et chaque activité que je propose est vraiment adaptée et différenciée. Donc, en contexte de multiniveau, ce qui est intéressant, c'est que, exemple, que vous avez une classe de niveau 1 à 4 dans la même classe, dépendamment des milieux, il serait possible que tous vos élèves fassent la même activité, mais chaque élève, selon son niveau, va avoir la même activité, mais adaptée à son niveau, que ce soit dans les questions, les consignes qu'on lui donne, dans les questions, peu importe. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour chaque activité, il y a un degré de compétence numérique qui va, en fait, à la fin, arriver à une production finale qu'on veut que l'élève réalise, donc un projet. Par exemple, dans l'activité 1, ce qu'on veut comme production finale, c'est que l'élève réalise une présentation narrée, donc une entrevue, par exemple, un enregistrement audio ou vidéo. Même chose pour l'activité 2. Au fur et à mesure, donc, du projet, dans l'activité 2, on propose plusieurs activités qui mènent à une production finale, que ce soit une entrevue, une présentation narrée ou une visite virtuelle, par exemple. Donc, à la fois dans les activités, au fur et à mesure que les élèves ont fini de réaliser une activité, peuvent passer à la prochaine activité. Donc, il y a un degré de complexité qui entre en jeu. Et en même temps, le degré de complexité numérique est pris en compte. Par exemple, si vous avez un élève de niveau 4, 2 élèves de niveau 4, un qui est très à l'aise au niveau numérique et un pas du tout, mais les deux vont pouvoir faire la même activité, mais ne partiront pas de la même étape et donc vont avoir quand même l'occasion de faire le même projet, mais avec on va les amener à consolider et développer leurs compétences numériques de manière différente.
une autre de nos intentions qu'on trouvait assez importante, surtout avec, avant, on avait commencé à penser à ce projet-là avant la pandémie et la situation actuelle de l'enseignement en ligne ou hybride, mais une des intentions qu'on avait, c'était de faciliter le plus possible les activités en classe pour les élèves ou même à l'extérieur des classes. Donc, utiliser des outils de tous les jours qui sont au moindre prix. Par exemple, une des activités que moi j'affectionne particulièrement, c'est dans une activité du niveau 2, par exemple, on a un téléphone intelligent. Bien, il est possible, avec un casque de réalité virtuelle en carton, à moindre prix, de faire, à l'aide de Google Tour Creator, une visite virtuelle qu'on va pouvoir faire jouer dans Google Expédition sur notre téléphone intelligent et faire vivre une expérience immersive à nos élèves. Donc, que ce soit eux-mêmes vont créer l'activité, le faire vivre à leurs élèves, à leurs collègues de classe, et ensuite, on va partager ces présentations-là en géographie culturelle pour sensibiliser les Québécois à leur réalité. Comment ça se concrétise? Aujourd'hui, le but de mon atelier, c'était pas de vous présenter des outils numériques en détail ou les activités plus en détail. Ça aurait été trop long. On a un site web pour ça, en fait, on va vous partager si vous êtes intéressé. Vous nous laissez vos coordonnées dans le document collaboratif qu'on vous a mis dans le clavardage au début. Puis, toutes les personnes qui vont nous avoir laissé leurs coordonnées, on va vous envoyer le site web où on décrit plus en détail ces outils-là. L'activité, donc, d'outils visuels va être dans l'activité 2 et 3. Ce que ça permet, donc, dans Google Tour Creator, de présenter, par exemple, mon quartier où j'habitais. On va pouvoir aller voir, donc chercher vraiment l'endroit, le quartier, aller mettre des zones interactives, que ce soit de la vidéo, de l'audio, de l'écrit. Donc, on mobilise beaucoup de compétences, ça rend les choses vraiment intéressantes et motivantes. Si vous vous êtes intéressé à aller voir un peu à quoi ça ressemble, je vous ai donné un exemple ici, c'est une présentation fictive. On s'est amusé là, à en faire une fictive parce qu'on n'a pas commencé encore en classe l'expérimentation. Donc, vous pouvez y accéder aussi avec le code QR qui est juste ici. Présentation des activités. Je pense que en ce moment, je rentre dans mon temps, je suis très contente. Je vois qu'il y a encore des gens là, qui entrent dans l'atelier. J'ai une accompagnatrice, Louise, qui s'occupe de mettre les liens dans le clavardage. Donc, nous avons un document collaboratif pour que vous puissiez aller écrire vos questions au fur et à mesure de la présentation. Puis, à la fin de la présentation, je vais prendre le temps, s'il en reste, de répondre de vive voix. Mais si jamais on n'a pas le temps, je vais pouvoir aller répondre de façon différée. Vous aurez accès aux réponses ensuite. Donc, je vous invite à y aller, de ne pas l'oublier. La présentation des activités. Donc, tantôt, je parlais, il y avait aussi une activité d'introduction. L'activité d'introduction, c'est une activité de partage culturel, mais plutôt musical. On voulait une activité d'introduction qui allait être rassembleuse, qui allait bien montrer notre intention de projet. La musique, c'est universel. Donc, on trouvait ça intéressant de commencer avec ça. Le tableau que vous voyez ici, c'est un exemple de ce qu'un élève en géographie culturelle pourrait recevoir comme produit final et pourrait aller voir selon la culture vue dans le cours à option, musique traditionnelle, musique contemporaine, etc. Donc, assez intéressant. Les 4 activités maintenant. Plus concrètement, la première activité, qu'est-ce que les élèves doivent faire? En fait, ce qu'ils doivent faire, c'est réaliser un enregistrement audio ou vidéo à l'aide de différents outils numériques, que ce soit Flipgrid, que ce soit un enregistrement d'écran comme Loom, que ce soit aussi, pas obligé d'être vidéo, ça peut être audio, donc avec Vocaroo, encore une fois avec un enregistrement d'écran où on ne se voit pas, par exemple. Donc, il y a plusieurs outils disponibles facilement, qui peuvent être faciles pour réaliser le projet. Et ce qu'on veut, c'est que l'élève se présente et décrive son lieu d'origine. Ici, en fait, vous voyez un petit exemple là, de document qu'on remet à l'élève avec une mise en situation et qu'est-ce qu'on attend de lui exactement, qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc, pour chaque activité, on a un lien aussi avec le cours de géographie culturelle. En fait, ça va permettre à l'élève québécois, en regardant, en visualisant la production finale de l'élève, de se situer un lieu d'origine d'une personne sur la carte. Donc, en écoutant, il va être capable de dire « Ah, ben ça, c'est le Népal, donc il est là sur la carte, par exemple. »
Ici, le tableau que vous voyez, c'est le tableau qui présente, selon les niveaux, donc 1 à 8, la gradation, la séquence didactique qu'on veut offrir pour chaque activité. Donc, vous voyez, le développement de la première activité, c'est s'approprier l'utilisation du clavier. Donc, on trouvait que c'était la première chose à faire, que ce soit un clavier d'ordinateur pour un emploi plus tard. Et éventuellement, donc, avec la nouvelle réalité, je me rends compte qu'on va aussi faire une activité pour le clavier de notre téléphone cellulaire. Donc, je vais adapter là, les activités à cette nouvelle réalité-là aussi. Donc, donc, vous voyez des gradations dans l'activité, dans la séquence d'activité. On suppose en fait qu'un élève de niveau 7 et 8 aura peut-être moins de difficulté avec l'utilisation du clavier, mais quand même, si c'est le cas, on a une idée d'activité à lui proposer. Après l'activité d'utilisation du clavier, de l'appropriation, on va aller s'approprier les outils numériques. Donc, que ce soit la saisie vocale, comment se connecter à Google ou à la suite Microsoft, comment utiliser un outil de traitement de texte, etc., etc. Et en consolidant ces compétences numériques-là, ce qui est important pour nous, c'est que l'élève ne soit pas en surcharge cognitive. Donc, apprendre une compétence numérique en même temps qu'apprendre une intention de communication ou un nouveau lexique. Donc, dans les activités qu'on vous propose, on vous propose d'aller consolider des activités que vous faisiez probablement déjà dans votre vie de tous les jours, mais en intégrant le numérique. Par exemple, dans l'utilisation du clavier, je pense au niveau 1 et 2, je présente une activité où les élèves doivent se pratiquer à l'oral à nommer des listes de numéros de téléphone, par exemple. Ben, au lieu de juste le faire à l'oral, ils le font à l'oral, puis ensuite, ils ont un clavier fictif, pas allumé, ils font juste se pratiquer. Ensuite, on allume, on va dans le traitement de texte. Donc, plusieurs petites activités comme ça qui sont de plus en plus complexes selon leur niveau. Une fois qu'ils se sont bien appropriés les outils numériques, on va préparer, ils vont se préparer au contenu, puis ensuite, comment ils vont capter leur production finale. Donc, ils font le choix de quel outil ils vont utiliser, puis ils vont réaliser. Puis ensuite, on veut présenter la production aux autres dans la classe. Donc ça, c'est pour toutes les activités, c'est la séquence didactique qu'on vous propose. Pour l'activité 2, la différence avec l'activité 1, c'est que maintenant, l'élève va être amené à partager son mode de vie dans son pays d'origine. Donc, ici, on s'attend que l'élève fasse une courte présentation vidéo et ou audio. Et une nouveauté va être l'intégration de l'outil de visite virtuelle avec Google Tour Creator, qui va permettre vraiment d'aller visiter les lieux décrits, puis vraiment les voir, puis c'est très interactif. Le lien avec le cours de géographie culturelle, c'est que l'élève va être capable de, en écoutant une présentation narrée, d'aller interpréter « Ah, ça c'est un élève qui vient de telle région », par exemple. Donc, il y a plusieurs productions finales. Il y a à la fois courte présentation vidéo-audio, mais on veut aussi qu'ils s'approprient les outils de présentation. Avant ça, comment rechercher en ligne, partage c'est quoi les plateformes d'images libres de droit, comment on va aller capter une image sur comment aller chercher une vidéo et la mettre dans notre présentation, ce genre d'activité-là. Donc, c'est vraiment des activités, comme vous voyez, qui sont en gradation de complexité au niveau du développement numérique, mais aussi au niveau langagier au fur et à mesure des activités. C'est certain que ici, vous voyez, c'est des élèves qui sont de niveau 2 et plus qui vont pouvoir faire les activités. Si, par exemple, vous êtes au niveau 4, l'élève peut faire l'activité, puis peut-être qu'au prochain niveau, je vais faire un exemple au niveau 2. Si vous êtes au niveau 2, ben, votre élève va probablement s'arrêter à l'activité 2. Mais au fur et à mesure, quand il va changer de niveau, il va pouvoir à ce moment-là aller faire les autres activités des autres niveaux. Donc, ça peut être un projet aussi qui s'étend au sein d'un même centre. Ça peut être une décision qui peut être assez intéressante à faire. L'activité numéro 3, donc, elle s'adresse surtout plus sur les aspects culturels. Donc, on demande aux élèves de devenir des ambassadeurs culturels. Donc, là, à ce moment-ci, c'est plus, au lieu de présenter leur mode de vie, c'est présenter des lieux culturels, des lieux de culte, par exemple, qui sont importants dans leur culture.
On n'est pas encore rendu à comparer, qui est plutôt dans l'activité 4, mais tout ça dans le but de favoriser une meilleure compréhension chez les Québécois. Puis, au niveau de la gradation des activités, à ce moment-là, au début, ça va être plutôt d'y aller aussi dans l'appropriation des connaissances nécessaires qui sont liées au lieu en tant que tel. Si on pense au niveau plus élevé, de faire des recherches sur un sujet, d'aller écouter peut-être un podcast ou un documentaire sur tel sujet. Et donc, oui, c'est vrai que la compétence qu'on veut mettre de l'avant, c'est la production orale, mais vous allez voir que selon les activités, selon les niveaux, les autres compétences sont aussi mobilisées. Avoir été faire des recherches sur le contenu, s'approprier les sujets, tout ça, on va aller présenter aux élèves des outils de captation audiovisuelle. Ils vont choisir, ils vont les exploiter. Puis ensuite, on va aussi leur demander de faire une présentation au niveau d'une visite virtuelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de reprendre leur visite virtuelle qu'ils avaient déjà faite et d'aller ajouter des nouvelles pages selon ce qu'ils ont fait dans les activités 3. Activité 4, probablement une de mes préférées. On est au niveau du thème de la géographie culturelle, l'aspect socio-économique. Donc, on est rendu à des niveaux complexité du contenu, complexité aussi au niveau des compétences langagières utilisées. Et donc, ce qu'on veut à ce moment-ci, c'est permettre aux élèves d'exprimer leur point de vue et leur opinion, qu'ils soient capables de voir, d'exprimer les principales différences entre le Québec et leur pays d'origine pour que les Québécois aient mieux accès à un point de vue. Oui, on peut généralement dans la société être capable de voir, oui, il y a une différence au niveau du Népal et du Québec sur ce sujet-là, mais on n'a pas souvent accès au point de vue de l'immigrant. Donc, c'est le côté là, géographie culturelle qu'on veut mettre de l'avant. Puis, au niveau des... donc, vous voyez qu'ici, là, c'est plus des... ça s'adresse à des niveaux de translation plus élevés, là, c'est 5 et plus. Et, trop vite. On veut, donc, au début, on revoit un peu de toutes les compétences, on va les consolider ce qui ne va pas. Comme je vous disais aussi, des fois, il y a des activités qu'on vient ajouter qui n'ont pas nécessairement de lien avec le thème, mais qui vont servir à consolider la compétence numérique. Puis pour consolider la compétence numérique, comme je vous disais tout à l'heure, on ne veut pas surcharger cognitivement un élève avec deux nouvelles compétences à acquérir. Donc, on peut aller rechercher plein de sujets qui sont hors sujet-là, mais qui vont servir, par exemple, à améliorer la recherche web ou améliorer le clavier. On veut envoyer un courriel, par exemple. Donc, on peut se servir de ça pour les niveaux 7 et 8, par exemple. Comment ça fonctionne? Donc, l'activité 4, c'est un peu l'activité qui boucle la boucle. Donc, après avoir approprié le contenu, on va aller s'approprier les outils numériques comme le blog, la balado-diffusion et le site web personnel. Donc, ce sont des outils qui permettent justement l'expression de son point de vue, de son opinion. Après avoir fait la découverte de chacun, les élèves vont pouvoir aller choisir l'outil qu'ils préfèrent et donc réaliser leur production finale en choisissant le sujet qui leur convient le plus. Concrètement, pour les enseignants de francisation, c'est quoi les avantages? Qu'est-ce que ça va vous permettre? Bien, en fait, c'est que ce sont les activités qu'on vous propose sur notre site web. Le site web, d'ailleurs, entre parenthèses, sera disponible bientôt. Il est encore en construction, il le demeurera pour un petit bout encore, mais on va le rendre accessible quand même au fur et à mesure. Donc, en ce moment, les activités qui sont accessibles seront dès la semaine prochaine. Et si le contenu vous intéresse, le projet vous intéresse, comme je le disais au début, il y en a peut-être qui sont nouveaux, vous pourrez, dans le document collaboratif, vous assurer d'aller mettre vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer le lien par courriel du site web. Donc, fin de la parenthèse, les activités sont vraiment en alignement curriculaire. J'ai vraiment essayé le plus possible de m'assurer que les savoirs, les intentions et les compétences étaient vraiment en harmonie avec le niveau. C'est-à-dire que parfois, comme je vous mentionnais, dans une activité, chaque élève peut faire la même activité, mais chaque niveau
va être différencié, mais si par exemple, un des savoirs, c'est la formation du groupe du nom, là, je dis ça comme ça, ben, les questions, les consignes qui vont être données vont avoir été réfléchies en fonction de ces savoirs-là. Donc, il y a un gros travail derrière tout ça. Puis, ça vous permet donc à ce moment-là de vous assurer que le projet que vous offrez à vos élèves ben, va pouvoir vraiment vous servir en classe. Et tout au long des activités que je vais vous proposer, moi, le milieu où je suis à Saint-Jérôme, on a des classes multiniveaux. Donc, pour moi, c'est important de donner des pistes d'exploitation en classe multiniveau aussi. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux, j'espère pouvoir le faire. Des fois, en donnant des exemples, ça peut aider. Ce qu'on veut aussi, c'est vous donner le plus possible une planification qui est clé en main. Comment on vous donne des suggestions de pistes de séquences didactiques. Donc, vous avez le choix d'ailleurs de le faire tel quel ou même d'aller juste choisir au fur et à mesure les activités qui vous conviennent, qui conviennent à vos besoins. Surtout si votre aisance technologique est pas, vous sentez qu'elle est moins élevée, vous pouvez commencer doucement avant de choisir les activités qui vous conviennent le plus. Sur le site web aussi, on vous propose plusieurs outils numériques et pour chaque outil numérique, on essaie de vous fournir des tutoriels aussi pour que vous puissiez vous approprier les outils avant vos élèves. Et un autre avantage que je trouve qui est considérable, c'est la possibilité de l'utiliser sous forme de portfolio. Donc, on aurait la chance qu'un élève qui fait l'éventail des activités, ça garde des traces. Donc, il peut voir son évolution. L'enseignant peut voir aussi l'évolution. Ça peut peut-être même l'aider pour savoir que l'élève est prêt à son examen ou ce genre d'intention, je pense qu'il peut être assez pertinent. Maintenant, c'est quoi la suite de notre projet? On veut continuer la mise en œuvre du site web. Comme je vous disais, il est encore en construction. Je vous dirais que toutes les activités de l'activité 1 sont pas mal terminées et accessibles. On est rendu à l'activité 2 beaucoup. La planification est commencée, par exemple, mais il nous en reste encore beaucoup à faire. Donc, aussi, la poursuite du développement pour rendre... il est possible qu'au début, vous vous rendez compte que les activités sont clés en main, mais ils vont le devenir avec le temps. Donc, on voulait permettre à ceux qui ont moins besoin de planification de pouvoir quand même avancer dans le projet, mais ceux qui auront besoin d'une planification plus clé en main pour se guider, ben, pourront l'avoir aussi. Donc, planification, outils numériques et tutoriels, on veut continuer à en faire, à en produire. Même chose pour les tutoriels, il y en a qui existent déjà pour les enseignants, il y en a qui existent déjà pour les élèves, mais ne sont pas toujours, parlent vite, par exemple, c'est pas nécessairement toujours adapté pour nos élèves. Donc, on essaie d'en faire quelques-uns ici et là. Et un des buts de la présentation de notre atelier aujourd'hui, c'est aussi d'aller valider l'intérêt des autres milieux, voir est-ce que c'est un projet que vous pensez qui serait intéressant, est-ce que vous aimeriez l'expérimenter ou nous aider à améliorer le projet. Donc, on recherche en fait une rétroaction aussi. Le projet, on va le faire dans notre milieu. On est encore dans la partie développement, puis on espère dans l'année scolaire avoir des exemples à présenter dans un autre atelier éventuellement et sur notre site web, bien sûr. Puis, éventuellement aussi, d'ici la fin de l'année scolaire, on aimerait trouver un endroit où on va pouvoir avoir une boîte de dépôt des productions des élèves à un endroit particulier. Donc, dans notre idéal, on aimerait bien avoir une carte interactive avec des petites zones cliquables selon les thèmes et les gens pourraient aller cliquer. Donc, ça, c'est notre intention, là, éventuellement. Et c'est ça. Donc, vraiment continuer dans toute cette mise en œuvre-là. Comme vous voyez dans nos petites images, c'est beaucoup de travail, mais on adore ça, puis on y croit, puis j'espère qu'il va y avoir des gens intéressés au projet. Je pense que je suis vraiment contente qu'on a passé au travers de la présentation, puis il nous reste quand même beaucoup de temps pour les questions. J'espère que le projet vous a intéressé. J'espère que vous avez des questions, des commentaires. Je vais avoir le temps
d'y répondre. Est-ce que Louise, je vais... Oui, il y a une question dans ton document collaboratif. Annie demande, est-ce que tous les élèves pourraient faire ce projet uniquement sur leur téléphone? Éventuellement, oui, effectivement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Au début, comme je vous disais, le projet a été pensé avant la pandémie, puis c'était dans une optique aussi de... nous, à l'école, on a des Chromebooks. Donc, on voulait on voulait aider les élèves à mieux utiliser leur outil qui est à l'école, c'est-à-dire le Chromebook. Puis, mais là, éventuellement. Puis aussi, c'était dans l'optique où on a un groupe axé sur l'emploi, donc développement de compétences numériques à ce sujet-là. On trouvait ça plus naturel avec l'ordinateur. Mais effectivement, avec la nouvelle réalité, c'est un côté sur lequel on veut aller aussi. Bien, toutes les activités que les gens, par exemple, ont déjà, pourraient aussi nous les partager, puis il pourrait avoir une section sur le site web, en fait, qui est prévue pour le partage des gens qui ont dit « Ah, moi, j'ai modifié ça de telle façon. Moi, j'ai une suggestion d'activité pour adapter ça à la réalité actuelle. » Merci pour la question, très pertinente. Est-ce que... Alors, pour le moment, c'est surtout de l'intérêt pour obtenir le lien là, une fois qu'il va être disponible. On peut peut-être essayer, s'il y en a qui préfèrent poser la question de vive voix, lever la main, puis à ce moment-là, on va pouvoir permettre de prendre la parole. Oui, tout à fait. Donc, je suis ouverte à toute question. Si jamais il n'y a pas de questions, je peux continuer à vous montrer, si vous voulez, des exemples sur le site web qu'on a. Je peux vous montrer un peu à quoi ressemble le site web, si jamais ça vous intéresse. Oui, c'est une bonne idée. Puis si jamais il y a une main qui lève, je vais t'aviser. Parfait. Donc, si jamais il y en a qui voudraient partir avant la fin, je veux juste vous rappeler, par contre, de ne pas oublier d'aller remplir le formulaire d'appréciation de l'atelier pour m'aider à améliorer le tout pour une prochaine fois. Je dois admettre que c'est ma première fois que je donnais un atelier comme ça, là, à autant de gens en ligne. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, le lien ressemble à ceci. Donc, on vous demande en fait d'aller choisir l'atelier puis d'aller répondre aux questions au fur et à mesure. De retour au site web. Donc, voici à quoi il ressemble pour le moment. On vous présente donc très globalement l'introduction, donc comment est venu le sujet, c'est quoi nos intentions, parce que pour nous, c'est vraiment important que ça soit utile, que ça soit en aliment curriculaire, parce que je sais que dans certains milieux, c'est pas notre cas à Saint-Jérôme, mais on n'a pas de session prédéfinie. L'élève change de niveau, va faire l'examen quand l'enseignant constate qu'il est prêt à être rendu là, mais je sais que dans les milieux urbains, c'est des sessions tant de semaines, par exemple, donc je sais que parfois ça peut faire peur, mais je trouvais que d'être à ce moment-là en alignement curriculaire avec des intentions claires, ça allait vous aider à les mettre en place. Donc, pour nous, c'est assez important. Donc, on vous présente toutes les intentions du projet avec, encore une fois, une vue globale du projet avec les liens à faire à la fois en géographie culturelle et translation. Puis, donc ici, vous avez des liens directement pour aller sur le développement de chaque activité. Ici, bon, évidemment, les liens plus pédagogiques. Et ici, vous allez avoir accès à un travail de moine, c'est-à-dire une description très détaillée des savoirs par niveau. Je peux peut-être vous donner un aperçu. Donc, ce que je suis allée faire, c'est que pour chaque niveau, donc le niveau 1, je suis allée chercher c'est quoi le lien avec la géographie culturelle. Dans le vocabulaire, qu'est-ce qui peut être travaillé, soit pour la production finale ou dans le choix des activités de consolidation. Qu'est-ce que j'ai nommé comme idée, bien, se retrouve dans ceci. Donc, si par exemple, vous savez que vous avez besoin d'être la nationalité avec vos élèves au niveau 1, bien, vous savez qu'il y a une activité qui va vous permettre de le travailler.
Donc, on a fait des activités au niveau vocabulaire. Il y a aussi des liens avec la grammaire du texte, la grammaire de la phrase. Donc, tous les liens possibles au niveau de la phonétique. Et j'ai fait ça pour chaque niveau. Donc, c'est ce qui me permet de dire que c'est en harmonie avec le programme. C'est sûr que je ne suis pas parfaite. J'espère qu'il va y avoir des gens qui vont me dire « Ah oui, c'est vrai, tu as oublié ça, ça peut être intéressant. » ou « Ah, celui-là, j'ai de la difficulté à voir le lien, peux-tu me l'expliquer? » J'aimerais vraiment ça. Ensuite, on a mis une petite description technique pour accomplir les activités. Donc, quand on a des tutoriels qui existent déjà, qu'on a trouvés, on les met ici au fur et à mesure. Donc, vous voyez qu'il y en a qui restent à créer, mais si jamais vous avez des suggestions, vous pourrez nous les envoyer par courriel aussi. Donc, c'est ici qu'on va les mettre. Mais éventuellement, j'aimerais bien avoir une autre section ici. Et donc, ici, vous avez accès à chaque activité. Donc, ici, on va voir par exemple l'activité 1. Donc, on représente, c'est quoi l'activité? Donc, les sujets potentiels, une idée de gradation des activités. Et là, la séquence didactique ici est globale. Donc, pour ceux qui ont moins besoin d'une planification plus détaillée et très encadrée, vous pourrez seulement suivre à l'aide de ceci. Et pour ceux qui ont besoin d'une séquence didactique vraiment détaillée, bien, vous avez un lien ici pour chaque niveau. Donc, exemple, pour le niveau 1, à quoi peut ressembler ceci? Bien, voici la tâche 1, les connaissances préalables. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en premier? On active les connaissances antérieures, des exemples de questions. Une des activités d'appropriation du clavier que j'aime bien, c'est par exemple nos fameuses questions sous forme de mots étiquettes ou phrases étiquettes. Bien, vous en avez déjà souvent de près. Bien, vous allez l'utiliser, vous allez faire l'activité à l'oral, puis ensuite, allez la faire sur le clavier directement. On échange les rôles, on pose des questions, on répond, ensuite on écrit dedans. Donc, j'ai fait ça pour chaque niveau. Ce que j'aimerais faire pour chaque activité, éventuellement. Mais pour le moment, ça va être plutôt global, mais c'est ce qu'on aimerait faire au fur et à mesure. C'est sûr aussi, un de mes projets que j'aimerais faire, ce serait de développer le tout pour peut-être la francisation alpha. Ça sera pas cette année, par contre. Donc, vous voyez que pour chaque niveau, on a ça. Si je reviens, vous allez aussi avoir... où est-ce que je peux trouver les annexes déjà? Est-ce que jusqu'à maintenant, Louise, on a d'autres questions, des gens qui ont levé la main ou dans le document collaboratif? Bien là, j'ai une question dans le chat. Annie-Claude demande, est-ce que ce que l'on a observé à l'écran au tout début, c'est ce que l'enseignant voit sur WooClap quand les élèves répondent en direct? Oui, exactement. La version que vous avez vue ici, donc sur WooClap, ça c'est ce que moi je vois, donc l'enseignant voit, et que vous montrez aux élèves en même temps. Donc, si par exemple vous décidez de faire une activité WooClap en classe, vos élèves, donc vous avez expérimenté la version élève, donc comment l'élève qui voit personnellement, puis ensuite ça c'est vraiment au niveau plus global, toutes les réponses de tout le monde avec des moyennes ou dans ce cas-ci des pourcentages. Ici, moi, j'ai mis juste 2 questions pour le bien de l'atelier, pour le déroulement, mais vous avez, WooClap est un outil extraordinaire, d'ailleurs, pour l'enseignement en ligne. Pour rendre ça plus interactif, il y a plusieurs types de questions assez intéressantes. J'espère que ça répond à la question, Annie-Claude. Merci pour ta question. Non, j'ai pas vu d'autres questions. Parfait. J'imagine dans ce cas-là que c'était clair. Moi, je vois une question dans le chat. Est-ce gratuit? Oui, c'est gratuit. Le but de ce projet-là, c'est de diffuser, c'est d'aider, accompagner, soutenir les milieux et toutes des idées qui sortent de notre tête. Oui, c'est gratuit. En fait, c'est sûr que ce qui va être moins gratuit, peut-être dans certains milieux, pour permettre ce genre d'activité-là,
peut-être qu'il y en a qui vont préférer avoir des Chromebooks, peut-être qu'il y en a qui vont préférer avoir un ordinateur avec une webcam, mais en réalité, la plupart des outils qu'on va vous présenter sont quand même accessibles avec un cellulaire. Donc, c'est sûr que ça demande à ce que les élèves aient un appareil mobile. Pour ce projet-là, nous, on a réussi à avoir une mesure pour libérer des enseignants pour s'approprier le projet et pour développer aussi. Donc, c'est assez intéressant, mais je sais que ce n'est pas dans tous les milieux qui vont avoir le temps de développer ce genre de projet-là. Donc, le but de cette mesure-là, c'est aussi de pouvoir diffuser à large échelle. Okay. Là, j'aurais deux autres. Oh, c'est parti. Bon, là, j'ai une question de Anne. Ce projet s'adresse, selon vous, autant aux immigrants scolarisés que peu scolarisés. Le projet, au début, est en fait voulu pour que ça soit autant scolarisé que peu scolarisé. Là où je fais une distinction, c'est-à-dire que mon projet s'adresse surtout au niveau de francisation du programme du MIS, du niveau 1 à 8. Donc, le travail que j'ai fait d'arrimage avec le programme est fait pour ces niveaux-là. Mais je pense qu'il sera possible éventuellement de faire cet arrimage-là dans un autre moment, mais je pense que comme le projet se veut au niveau, j'offre des activités qui sont dans le développement numérique, autant pour les élèves qui ont peu de développement numérique que une grande aisance technologique. Donc, je pense que c'est accessible, puis ce sera à vous à ce moment-là d'aller choisir les activités qui vous intéressent le plus. Et la plupart des activités aussi, surtout la consolidation de la compétence numérique, sont basées sur en niveau 2, il y a telles intentions, telles intentions, telles intentions. En ce moment, dans votre classe, vous êtes en train de travailler quelle intention? Vous êtes en train de travailler cette intention-là, choisis cette activité-là. Donc, ça serait un peu, je vous dirais, la même chose. Vous pourriez juste aller adapter vos consignes à où vos élèves sont rendus. Donc, voilà. Puis, vous pourriez justement, au début, vous concentrer sur les activités pour les niveaux 1 et 2. C'est ce que je recommanderais pour le moment. Merci pour la question. Si jamais il y a un intérêt, un engouement, ça peut peut-être aller plus vite. J'ai une autre question, je pense que c'est Ioana, ou en tout cas, ça ressemble à ça. Avez-vous pensé offrir un parcours sur plusieurs sessions? Par exemple, un élève qui commence au N1 continue au N2, N3, etc. Johanna, wow, tu as vraiment saisi ce qu'on veut. Effectivement, si un centre veut faire ça, ça serait vraiment génial. Ce que je retiens de ta proposition, c'est de le rendre plus clair dans notre présentation sur le site web. Peut-être faire comme un visuel, je retiens ça, mais oui, c'est exactement le but. Quand je parlais de portfolio, garder les compétences numériques, garder une trace, c'est un des objectifs que je pense qui peut être très intéressant. Merci pour ton commentaire. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais j'ai beaucoup de félicitations et beaucoup d'intérêt pour obtenir le lien vers le site web quand il va être disponible. Ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer. Puis aussi, on est en train de penser peut-être faire une liste de diffusion si jamais au moment où on ajoute des activités, par exemple, de vous le faire savoir pour aller titiller votre intérêt. Mais merci pour vos commentaires. Puis on a hâte de pouvoir le mettre en action, puis voir les résultats. J'espère qu'il y en a qui vont vouloir nous donner des rétroactions par la suite. Merci d'avoir assisté à l'atelier. Vous étiez vraiment en grand nombre. N'oubliez pas d'aller remplir le formulaire d'appréciation. Ça m'a fait plaisir. Pour me joindre, si jamais vous avez des questions ou des besoins plus particuliers, ici, vous avez mon adresse courriel, donc girardinj@
csrdn.qc.ca. Puis, vous avez aussi les coordonnées de mon collègue Récit, Jean-Félix, que vous pouvez joindre en tout temps aussi. Dans le clavardage, on vous a mis donc le lien vers le formulaire d'appréciation de l'atelier. Donc, merci encore une fois. Je reste disponible pour quelques questions si vous avez besoin. Merci José, merci Janou. Désolée, c'est quelques noms que je vois. Merci Camilla. Merci Marie-Claude. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère que votre prochain atelier sera aussi intéressant. Merci aussi à Louise qui a fait ça de main de maître. J'ai beaucoup apprécié ton aide. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci Saïdic, merci Anne-Claude.